Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Philippe Herbert, président de la mission 5G industrielle. Mission lancée par le gouvernement en octobre 2021 dans le cadre de la stratégie d'accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications. Philippe revient avec nous en détail sur cette mission, ses conclusions et recommandations pour accélérer l'adoption par les industriels de la technologie 5G. Dans cet épisode, il nous partage également son parcours exceptionnel, commençant sa carrière par étant l'un des tout premiers employés de Dassault Systèmes avant de faire une riche carrière dans le domaine de l'investissement et du venture capital. Enfin, Philippe partage sa vision de l'industrie via son expérience franco-allemande. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de la 5G, ne ratez surtout pas cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Philippe et merci de prendre ce temps pour échanger avec moi. Philippe, la question que je pose à mes invités traditionnels, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de la mission 5G industrielle en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, on m'a confié, Agnès Pannier-Runacher et Cédrico m'ont confié cette mission 5G industrielle à la mi-octobre. Et en quoi consiste-t-elle? C'est essayer de formuler des recommandations opérationnelles afin d'accélérer le déploiement d'applications industrielles. Je souligne bien industrielles de la 5G, puisque on entend souvent parler dans l'inconscient collectif de la 5G, qui est le successeur de la 4G, de la 3G. Donc là, dans le grand public, il y a l'amélioration de performance, on peut faire plus de choses. Sur notre téléphone pour avoir un plus haut débit, quoi. Pour la partie industrielle, c'est très différent. C'est-à-dire que la 5G, c'est l'aboutissement de l'industrie 4.0, ce qu'on appelle l'industrie du futur et autres. Et l'enjeu, c'est l'enjeu de communication. C'est-à-dire que l'entreprise, le process industriel qui s'est digitalisé, numérisé, a besoin d'un système nerveux qui soit plus flexible, plus performant, qui accepte beaucoup plus de débit, qui soit avec des temps de latence les plus réduits possibles. Et donc, c'est là le point important. Et donc, dans la mission, il y avait identifier les freins au déploiement, de mobiliser les acteurs de tous les secteurs concernés, et ça c'est important, c'est-à-dire l'écosystème, et bien sûr proposer des pistes d'accélération très concrètes. C'est ça, c'était dès le départ. Alors, je utilisais le terme actionnable, mais je crois que c'est compréhensible, c'est-à-dire pour lesquels on n'était pas dans le domaine de l'incantation, mais plutôt de l'action et de l'engagement. Et donc, voilà en quelques mots les objectifs et les principaux travaux. On reviendra plus en détail justement sur les conclusions de ce rapport et les pistes que tu as dégagées, mais concrètement, la mission, ça consistait en quoi? Aller voir des industriels français et leur poser des questions pour avoir leurs besoins? Alors, premièrement, constituer un groupe de travail de gens justement représentatifs de l'écosystème, des gens qu'on appelle les CSF, l'économie stratégique de filières et de l'infrastructure des télécoms et également de l'industrie. Mais j'ai rajouté des experts, des gens venant de un peu tous les domaines dont on a besoin, c'est-à-dire à la fois de l'intégration, mais aussi des logiciels. Et donc, ce groupe de travail d'une petite quinzaine de personnes a travaillé sur d'abord une soixantaine d'auditions bien sûr d'industriels, mais pas que, des gens de l'ensemble de l'écosystème, pour essayer de faire remonter un peu ce qui se passe du terrain. Et c'est grâce à ça que le rapport, il y a deux parties. Une partie constat, état des lieux. Je vous engage à regarder si le sujet vous intéresse. Mais surtout, derrière, après ces auditions, on a formulé un certain nombre de recommandations, au nombre de 7, de mise en place de plans d'action, c'est-à-dire que des choses très, très concrètes, pragmatiques, et puis que l'on met en œuvre dès la publication du rapport, et puis de certain nombre d'engagements, puisque le jeu pour les sociétés auditionnées, c'était de revenir vers elles et leur dire, voilà, par rapport à cette demande ou cette identification de frein, voilà ce que l'on va faire, comment vous vous engagez dans ce plan d'action. Et donc, on a plus d'une cinquantaine d'engagements de sociétés qui, à la publication du rapport, disent, voilà, si on fait ça, à ce moment-là, moi, je m'engage à faire ça. Et donc, mettre ensemble tout cet écosystème et le mettre en mouvement, c'est ça l'enjeu. Et donc, la mission a travaillé sur un principe collaboratif, innovant, très concret, prise en compte de l'existence. Et on n'a pas essayé de réinventer
quoi que ce soit et ne surtout pas ajouter une nouvelle couche au sacré millefeuille qui souvent essaie de répondre à beaucoup de problèmes, mais qui finalement noie un peu les choses. Et donc on a mobilisé et dialogué avec l'ensemble de l'écosystème de la 5G industrielle, bien sûr les industriels, les opérateurs de services, d'infrastructures, fournisseurs de solutions, de matériel, les intégrateurs, les écoles, recherche, le gouvernement, l'ARCEP, la BPI, les banques, la Banque des territoires. Enfin voilà, un certain nombre d'entités parce que quand on tire le fil de la 5G industrie, il y a beaucoup de choses qui viennent. On a déjà parlé de 4.0 ou de l'industrie du futur, mais il y a aussi, par exemple, l'intelligence artificielle, il y a aussi ce qu'on appelle les IoT, tout ce qui est capteurs ou éléments qui va permettre de remonter de l'information. Il y a tout ce qui tourne autour des données, il y a le cloud, bien sûr, le edge computing, donc le computing local, l'automatisation, la cybersécurité. Enfin, voilà, donc il fallait aller large. La maturité de la 5G ou l'utilisation de la 5G, elle vient à un certain niveau d'utilisation de ces datas. C'est-à-dire que c'est à la fois ce système nerveux dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un peu un thermomètre de où on en est dans la numérisation, digitalisation de l'industrie en France. Justement, on en est où? Alors, c'est contrasté. Dernier point peut-être parce qu'on va en parler tout de suite. On a regardé en France, mais on a regardé au-delà de ça. On a regardé en Corée, on a regardé aux États-Unis, un peu au Japon, et puis on s'est même avec l'Allemagne, on a regardé beaucoup de choses et on est même allé une journée en Allemagne pour voir sur place avec des industriels allemands au Fraunhofer Institute à Aix-la-Chapelle. Et donc, par rapport à la question où on en est, je crois que c'est important où on en est nous, entre nous, et puis on en est relativement à nos amis ou compétiteurs. Et donc, si on essaie de se donner une photo de l'état des lieux, j'ai distingué 3 catégories où le groupe de travail est sorti avec 3 catégories. Il y a un certain nombre d'activistes de sociétés industrielles qui sont dans l'expérimentation et concrète, pas encore dans la production, mais voilà. Mais c'est une petite frange. Il y a une minorité de ce qu'on a appelé les informés, des gens qui savent que la 5G apporte des choses intéressantes et qu'il faudra justement passer une étape supplémentaire. Mais malheureusement, il y a une grosse majorité d'attentistes. C'est-à-dire des gens qui disent, bon, moi je suis déjà dans un process de digitalisation, j'ai des tas de choses à faire, donc la 5G, c'est pas pour moi. Et si on regarde par rapport à l'Allemagne, il était intéressant, on est tombé sur une étude qui a été faite auprès des membres du VDMA, qui est le syndicat des industries manufacturières allemandes, où il y a à peu près 200 grosses entreprises industrielles. Et si on fait un peu le même sondage, on va dire qu'eux sont à peu près à un tiers. Et donc l'idée, c'est de faire bouger ce camembert français où on est plutôt 2 tiers d'attentistes vers 1 tiers maximum, d'informer où il y a peut-être quelques dizaines de pourcents vers de nouveau un gros tiers, mais surtout les activistes augmenter et essayer de les pousser vers plus de mise en production. Et donc par rapport à où en sommes-nous, voilà, c'est photo un peu où il faut accélérer, mais aussi la nouvelle qui est importante à avoir en point de mire, c'est que personne, même aux États-Unis ou en Corée ou au Japon, est beaucoup plus avancé. C'est-à-dire il y a très peu de sites en production industrielle, voire pas. On ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'est pas sûr de tout avoir vu. En tout cas, il y a très peu. Et donc le sujet, c'est pour nous surtout de justement prendre conscience que la 5G industrielle, elle deviendra mature plutôt vers 2024-2025, et c'est le moment de poser les fondations aujourd'hui, d'accélérer, de fédérer et rassembler nos forces, et puis aussi d'essayer de partager les expériences pour aller plus vite. Oh, c'est super intéressant. On reviendra plus en détail sur les conclusions et les pistes justement du rapport. Mais maintenant, Philippe, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir président de la mission 5G industrielle et te voir confier cette mission ô combien importante par le gouvernement? Alors, premièrement, au début, je dois dire que j'étais un peu étonné. Puis la 5G, pour moi, c'est le monde des télécoms. Et je ne suis absolument pas ni un expert, ni un homme des télécoms, puisque dans mon parcours, au-delà de l'étude d'ingénieur, je suis rentré tout de suite chez Dassault Systèmes. J'ai eu la chance d'être le 3e employé de Dassault Systèmes, hors ceux qui venaient de Dassault Aviation.
Et puis pendant 14 ans, de suivre le parcours extraordinaire de Dassault Systèmes en étant au début, bien sûr, comme tous les gens de Dassault Systèmes, développeurs de software. Mais après, je suis parti 2 ans aux États-Unis, même si c'était pas le titre, j'étais un peu évangéliste parce qu'il fallait justement évangéliser sur la 3D, sur CATIA. Est-ce que tu peux rappeler ce qui est Dassault Systèmes Ah, 3DS? bien sûr, oui, oui, oui. Pour moi, c'est vrai que je passe très, très vite sur ce sujet, mais parce que c'est mon, c'est un peu de ma vie, en tout cas professionnelle. Dassault Systèmes, c'est aujourd'hui le leader mondial justement de la modélisation des process industriels en partant de la conception, j'en parlais tout de suite, 3D, de la simulation avec toutes les déclinaisons, que ce soit dans la production, que ce soit en process, que ce soit enfin, tous les types d'industrie, et puis également la gestion des process. Enfin, c'est devenu vraiment j'oserais, un peu le couteau suisse du monde industriel où on peut trouver toutes les réponses numériques, bien sûr, de logiciels pour les problématiques du monde industriel. Est-ce que c'est plus clair déjà le positionnement de... Oui, je pense que c'est plus clair, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, parce que parfois il y a la confusion. De l'extérieur, je pense, ceux qui ne sont pas dans le secteur industriel confondent parfois Dassault Systèmes et Dassault Aviation. Donc c'est toujours bien, je pense. Oui, je comprends. Et quand j'ai rejoint Dassault Systèmes, Dassault Aviation était bien sûr plus connu. Et donc il a fallu se positionner l'un par rapport à l'autre. Mais aujourd'hui, si tu veux, par rapport à ça, toi qui connais un petit peu, je crois, le monde de Dassault, Dassault Systèmes, c'est l'outil de Dassault Aviation, mais pas que, bien sûr tout le monde, dans le monde de l'aéronautique, c'est l'outil principal, mais également dans le monde de l'automobile, dans la santé. Voilà, exactement. Donc, effectivement, ça va bien au-delà du nom Dassault lié souvent à l'aviation. Et donc, chez Dassault Systèmes, j'ai eu la chance d'aller 2 ans aux États-Unis, puis d'aller 2 ans en Allemagne où démarrer le secteur automobile allemand, c'était le début à cette époque-là, et également une première filiale en Allemagne. J'ai toujours eu un parcours très franco-allemand parce que je pense que l'industrie, c'est très souvent du franco-allemand d'ailleurs. On pourra en reparler si ça t'intéresse. Et en rentrant chez Dassault Systèmes, j'ai été directeur des opérations internationales, puis directeur du business développement. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était essayer de changer la culture du not invented here, de mettre en place les premiers partenariats, premières fusions-acquisitions. Et puis ça, c'est ce qui m'a permis de connaître le monde du corporate venture ou du venture capital, donc de l'investissement en private equity. Et c'est comme ça que je suis passé du côté des investisseurs, à un moment où, d'ailleurs, je suis content de le mentionner, Dassault Systèmes, et ça a été démarré avec moi la partie de l'intégration de SolidWorks. Et donc, quand je suis passé dans le monde des investisseurs, clairement, je n'ai pas souhaité refaire des investissements dans ce secteur-là parce que je considérais que Dassault Systèmes a déjà été tellement fort et puissant que donc je suis allé sur d'autres secteurs. J'étais plus sur les places de marché, j'étais plus sur des secteurs d'Internet, avant de revenir, on verra plus tard, donc dans la première partie de la carrière d'investisseur, c'était chez Partech International, où on a démarré aussi la petite allemande à cette époque-là, et puis en 2003, j'ai rejoint Banexi Ventures Partners pour faire des investissements plus européens et plus liés à des problématiques justement de marché et autres, et sur les 6 ou 7 dernières années, je suis revenu un peu à mes premières amours sur des logiciels industriels. En tout cas, j'essaie de rapprocher le monde de l'investissement et des sociétés industrielles. Ce sont des mondes qui se parlent plus beaucoup, qui ne se parlaient plus beaucoup et qui ont besoin de se parler parce que si on veut ce renouveau de l'industrie et si on veut relancer l'industrie, il faut de l'investissement. Et puis de plus, l'industrie par le 4.0, c'est plus la même industrie, c'est une industrie qui peut aller beaucoup plus vite, qui a besoin de moins de capitaux, qui est plus performante et qui, en France, peut trouver des échos et des très 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 belles sociétés. Et ça, j'en suis convaincu. Alors ça, c'est pour la partie investisseur. En parallèle de ça, je me suis engagé auprès de quelques accélérateurs tels que Milko, puis également de Cap Digital, Systématique et de la SAT
SATT Lutech. Je suis un des fondateurs du Pass French Tech qui est devenu le French Tech 120 Next 40 et donc ça aussi c'est un peu ma signature de travailler sur des environnements où on n'essaie pas de recréer une énième couche sur le millefeuille de toutes les aides et ce qui permet aujourd'hui de développer le tissu, l'écosystème des startups en France. Philippe, quand tu parles de ton parcours, il y a un côté qui m'intéresse, c'est ton côté investisseur avec un peu la fibre industrielle que tu as pu acquérir chez Oui. Dassault Systèmes. On parle énormément du renouveau de l'industrie en France, notamment en ce moment de plus en plus des startups industrielles. Quel est ton point de vue sur la difficulté des startups industrielles à accéder à des financements, notamment de la part de VC ou de fonds d'investissement? Moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de discussions avec énormément d'entrepreneurs de startups industrielles qui m'ont tous indiqué à peu près la même chose, c'est quand ils vont voir les fonds d'investissement, c'est très, 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 très compliqué de se faire financer et que ces fonds d'investissement leur disent, en gros, nous, on s'intéresse qu'au software, le hardware, ça ne nous intéresse pas, c'est l'industrie, on ne connaît pas, c'est trop compliqué pour nous. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions dans ta question. On va démarrer, si tu en es d'accord, un peu à 15 000 pieds, puis après on va revenir sur les sujets de terrain. Premièrement, on a vu sur ces 20 dernières années le monde de l'investissement qui s'est intéressé, qui s'est engagé et qui a fait naître, en même temps que les entrepreneurs, bien sûr, beaucoup de très belles startups. Il y a certaines licornes, et c'est une des façons de regarder, mais il n'y a pas que cette partie-là. Il y a vraiment un écosystème qui s'est développé. Et donc, on voit bien que c'est faisable en France et en Europe. Maintenant, la partie industrielle, elle a des spécificités très fortes qui font qu'elle a besoin, ce secteur-là a besoin de connaissances sans doute spécifiques et un peu plus approfondies. Et clairement, c'était pas tout à fait dans l'air du temps en France. Sur ces 20 dernières années, en tout cas sur les 15, le début, si on parle de 2000 à 2015 au minimum. Et donc, il y a eu un peu une distanciation entre le monde de l'investissement et le monde industriel. Et c'est pour ça que j'ai voulu, en tant que président de la commission financement de l'industrie chez France Invest, l'association des investisseurs en private equity, faire ce rapprochement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entrepreneurs du monde industriel, ils aiment bien parler de leur technologie, de ce qu'ils font de fort, d'intéressant dans leur production, dans leur capacité, dans leur façon de concevoir leur entreprise industrielle. Et les investisseurs, eux, ils sont plutôt dans leur monde de la finance et donc le dialogue est quelquefois compliqué et c'est ce qui est souvent un frein. C'est-à-dire que au-delà de dire c'est pas facile de lever de l'argent, il faut aussi qu'il y ait une bonne adéquation, une bonne compréhension des deux sphères. Et ce sujet-là est souvent, enfin moi je l'ai vu comme un sujet fondamental dans la difficulté. C'est-à-dire que je me suis retrouvé plusieurs fois face à des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises industrielles avec lesquels on avait un très bon dialogue et qui me demandaient mais quelle est votre activité? Et quand je disais investisseur, ils me disaient mais vous comprenez ce que je dis? Ce qui est quand même assez extraordinaire dans ce genre de dialogue. Et c'est là où on voit qu'il y a un besoin chez les investisseurs d'être plus proches du monde industriel, mais au sens de le comprendre de l'intérieur. Et puis peut-être aussi quand même des entrepreneurs du monde industriel de un peu moins parler en termes de technologie, mais plus en création de valeur. C'est-à-dire que l'investisseur, ce qui l'intéresse, c'est bien sûr, c'est important, les brevets ou les process industriels de pointe et comment la technologie résout des choses extraordinaires, mais en quoi ça a une création de valeur. Il faut faire le lien entre cette partie d'excellence technologique et la partie business, financière, en quoi ça crée de la valeur, en quoi le marché va acheter, et va acheter avec, bien sûr, en fournissant une marge pour l'industriel. Enfin, c'est tout cet aspect-là qui est souvent la difficulté dans ce que tu as indiqué tout à l'heure. C'est vrai que depuis 5-6 ans, je rencontre, j'essaie de passer du temps, de rendre à l'écosystème cette compréhension des deux domaines. Et donc, je rencontre pas mal de dirigeants de start-up industrielles ou de PME industrielles et je vois bien que c'est pas facile pour eux. C'est pas facile, bien qu'il y ait des belles annonces, il faut pas les nier, hein, c'est des annonces qui sont intéressantes, mais le sujet n'est pas uniquement d'annoncer de l'argent ou des fonds ou du financement, c'est de faire en sorte que il y ait une rencontre entre les deux et que les deux
se mettent à parler un langage qui fasse qu'ils aient envie de travailler ensemble des deux côtés. Et ça, c'est plus compliqué à produire ou à mettre en place. Cette cristallisation, elle nécessite que les investisseurs soient beaucoup plus aguerris, experts, compréhensifs vis-à-vis du monde de l'industrie. Et après, software, hardware et autres, tout ça, c'est un combat théorique un peu idéologique. On voit bien qu'aujourd'hui, du logiciel sans quelquefois un peu de hardware, ça n'a aucun sens. On voit aussi que du hardware pur sans logiciel, ça n'a pas de sens. Et puis, j'y rajouterai une pincée de service, parce qu'il faut aussi de l'expertise, il faut aussi de la relation client. Donc, c'est pour ça que je suis parti un petit peu loin, sur des choses peut-être génériques ou générales, pour arriver à ce sujet-là. Parce que le vrai sujet, quand un investisseur dit « Ah, moi, je fais que du software », c'est parce qu'il comprend le software, mais il a du mal à comprendre en quoi la relation hardware-software, c'est ça qui va faire la différence peut-être dans un certain marché ou pour une certaine partie de la solution industrielle. Voilà, c'est là-dessus que j'essaie de travailler avec des entrepreneurs, aussi en dialoguant avec le travail de l'émission 5G industrielle. Il est venu parce que je dialoguais avec les pouvoirs publics, je dialoguais avec BPI, avec donc l'association France Invest, et essayer de faire ce rapprochement. Non, mais c'était très intéressant. Je pense que ça intéressera tous les entrepreneurs de start-up industriels qui nous écoutent. Et j'espère que ça intéressera aussi les investisseurs, parce que les investisseurs, souvent, surtout en ce moment, comme il y a une très forte volonté politique de revenir, ils essaient, mais c'est compliqué pour eux. Ouais, c'est justement un peu moi ce que je leur reprocherais entre guillemets, c'est qu'ils suivent un peu les tendances. J'ai eu l'exemple en tête d'une entrepreneuse d'un start-up industriel que j'ai rencontré il y a pas longtemps qui me disait que de 2015 à 2020, en gros, on lui disait qu'il fabrique un hardware, mais avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, qui lui disait, mais pourquoi vous prenez la tête à vouloir faire fabriquer ça en France, faites fabriquer ça en Chine. Bon, pour le Made in France, on repassera un petit peu. Et puis est arrivée la crise Covid, et là, comme par hasard, maintenant, les fonds reviennent en disant, mais c'est super que vous fabriquiez en France. Premièrement, je pense que dans la première partie, il y avait une incompréhension. Dans la deuxième partie, qui est un peu l'effet de mode, oui, mais ça, c'est dans toutes les activités. Je suis d'accord, mais on va pas jeter la pierre. C'est compliqué d'être un peu contrariante. Hein, et donc, on peut pas leur demander, surtout pour des gens qui ont une faible compréhension du monde industriel. Tu comprends? C'est ça le vrai sujet, c'est celui-là. C'est pas le fait qu'ils soient suivistes ou qu'ils soient un peu trop. De toute façon, on l'est toujours d'une façon ou d'une autre. Et donc, le sujet, c'est plus de comprendre pourquoi, au départ, c'était important pour la startup dont tu parles, d'avoir ce lien entre le hard et le soft. Et non pas, en ce moment, il faut faire fabriquer en Chine, ce qui est sans doute un des plus gros problèmes on a vu dans les 10 dernières années, et qui a été rendu encore plus visible par la crise Covid et la guerre en Ukraine. On voit bien qu'il faut arrêter. Il y a des choses qui sont essentielles, et un certain nombre de sujets qu'on a laissé partir en Chine, on va avoir beaucoup de mal à le ramener, mais c'est indispensable. Et puis la même chose sur aussi d'autres technologies. On a parlé tout à l'heure pour la mission 5G industrielle de cloud computing, des choses comme ça. Ce sont les mêmes sujets. Il y a la partie fabrication dont tu parlais, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont aujourd'hui à risque dans le monde industriel et qui sont plus liés justement à la partie technologie de l'information ou à la partie technologie de communication. On a laissé partir un certain nombre de choses. Et justement, tu disais tout à l'heure que ton parcours professionnel a été étroitement lié avec l'Allemagne. L'Allemagne qui, comme on sait en Europe, est le leader incontestable sur le secteur industriel. Du coup, toi, tu as un point de vue, je suppose, assez précis ou expert sur les différences entre la France et l'Allemagne sur le sujet de l'industrie. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que en Allemagne, on a toujours un tissu industriel assez fort et que, en termes même de. C'est eux qui ont inventé le terme industrie 4.0, quoi. Donc, en termes d'innovation industrielle, qu'est-ce qui fait que l'Allemagne est toujours, peut-être que je me trompe, mais de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont vraiment en avance par rapport à nous? Alors, avant de parler en avance ou pas en avance, on va essayer de donner les forces, faiblesses, et puis en quoi, par exemple, je suis convaincu que nous sommes très complémentaires. Alors, en Allemagne, la culture industrielle a toujours été magnifiée.
Et je suis désolé, mais en France, depuis le fameux rapport, je ne nommerai pas qui, mais où on a dit la France, ça sera une société tertiaire. La France sans usine. Voilà, ça c'était la plus grosse bêtise que voilà. Alors que les Allemands ont toujours eu une culture de fierté de leur industrie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont aussi eu une proximité très forte entre le monde de la recherche, le monde de l'éducation et l'industrie. Mais de manière très soft, au sens où ce n'est pas l'école au service de l'industrie ou la recherche. C'est simplement, il y a eu beaucoup d'échanges, de porosité. Et on voit d'ailleurs dans les dirigeants des grandes sociétés, des gens qui ont commencé dans l'apprentissage, qui étaient ou dans des instituts de recherche et qui sont passés dans l'industrie. On le voit très, très, très peu chez nous. Ça, c'est un élément très fort et très différenciant. Et dans la mission 5G industrielle, lorsque nous sommes allés au Fraunhofer Institute d'Aix-la-Chapelle, ça a été patent pour les gens du groupe de travail. Waouh, on est capable de travailler comme ça tous ensemble dans un même lieu et d'essayer de mettre en place l'industrie du futur ou le futur de notre industrie. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Et donc, dans une des recommandations, c'est ce campus Fab Lab 5G, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pour ça. Et si on revient à l'Allemagne, l'industrie a permis derrière de développer, bien sûr, le commerce international et d'avoir un point économique important, une balance commerciale. Enfin, tout après s'enchaîne. Et dans le sens, chez nous, tout s'enchaîne dans l'autre sens, malheureusement. Donc, mais c'est pas une fatalité. Et ce que l'on voit, et j'en suis très content, dans les dernières années, j'ai fait quelques rapprochements de sociétés françaises et allemandes. Quand on a passé le gap culturel, on s'aperçoit que justement il y a une grande complémentarité entre ce qui est classique, mais je suis désolé, c'est la vérité aussi, l'organisation allemande et la capacité justement de planification, et d'un autre côté l'innovation, une certaine créativité, mais aussi une capacité de produire quand même aussi en France, bien sûr. Quand on arrive à les faire travailler ensemble, ça donne des choses extraordinaires. Et j'ai plusieurs exemples en tête où on voit bien que le franco-allemand, ça fonctionne. D'ailleurs, dans la mission 5G industrielle, quand on a rencontré des industriels allemands, ils avaient, pour la plupart, quasiment tous d'ailleurs, des filiales en France. Et dans la mission, il y avait quelques industriels français. Ils avaient aussi des filiales en Allemagne. Donc on voit bien que ça, sur le terrain, il y a les ingrédients. Alors maintenant, il faut un peu être réaliste et pragmatique, et puis se dire que l'industrie à l'échelle mondiale, l'industrie française à l'échelle mondiale, c'est quasiment rien. L'industrie allemande à l'échelle mondiale, c'est un petit peu plus, mais c'est toujours petit. En revanche, une industrie franco-allemande ou allemande-franco, vous le mettez dans le sens qu'on veut, là, ça commence à devenir des leaders européens. Et ça commence à avoir un poids au niveau mondial. Donc c'est ça l'enjeu, pas facile, le chemin est long, mais je pense que plutôt que d'essayer de recréer des tas de choses, il vaudrait mieux essayer premièrement de profiter et de partager cette expérience, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les Allemands. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la 5G industrielle. Et puis, ce qui était assez intéressant, par exemple, lors de la visite du Fraunhofer Institute d'Aix-la-Chapelle, ils nous ont montré tout ce qu'ils savaient faire, ils étaient bien sûr très, très fiers, très contents, qu'on apprécie. Quelles sont les solutions innovantes que vous avez chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses à apprendre chez vous? Donc on voit bien qu'il y a aussi un intérêt, un appétit, en tout cas une curiosité pour ce qu'on fait. Et c'est ça ce sur quoi j'aimerais surtout appuyer, pousser, plutôt que sur les différences. Et du coup, si on revient à la fameuse mission 5G industrielle, quelles ont été les principales conclusions et les principales pistes que vous avez identifiées pour accélérer le déploiement et l'adoption de la 5G industrielle par nos industriels français? Alors, on a parlé en termes de freins auxquels on répondait par des recommandations, des plans d'action et des engagements. Donc, la première recommandation, elle était liée à ce qui était perçu lors des auditions. L'accès actuel aux fréquences, puisque quand on parle de 5G, c'est les fréquences derrière, était un frein à l'adoption de la 5G par les industriels. La réponse, puisque la mission n'avait pas d'autorité sur l'ARCEP, c'était avec l'ARCEP, on l'a fait bien sûr en bonne concertation avec l'ARCEP, de faciliter, d'élargir l'accès à des fréquences dédiées au réseau 5G privé pour les industriels,
surtout pour créer un appel d'air sur les projets industriels. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain attentisme et donc il faut montrer que c'est le moment de faire et c'est facile et ça n'a jamais été aussi facile. Et donc, en termes de plan d'action, il y a des choses qui ont déjà été faites. L'ARCEP a annoncé un nouveau guichet d'expérimentation d'usage 5G industriel, a mis en ligne un guichet pour simplifier les modalités d'accès, a abaissé le coût d'accès et la granularité. Il y a eu aussi un travail qui a démarré depuis début mars, comment formaliser les besoins des industriels et comment les opérateurs répondent un peu mieux en termes d'offres aux industriels. Et l'engagement du gouvernement français, donc, a révisé un décret relatif aux redevances. Tout ça, c'est dans le pipe. Donc, ce point-là, on va dire, ça y est, le frein ne devrait plus exister, ou en tout cas, il devrait être inexistant. Et derrière, il y a une quinzaine d'industriels qui ont dit, s'il y a un nouveau guichet, s'il y a ça, nous, on veut s'inscrire là-dedans et faire un projet d'expérimentation supplémentaire, aller plus loin dans une mise en production. Donc, la mission, elle a rendu son rapport et ses recommandations, ses plans d'action début octobre. Et dans 6 mois, on regardera les engagements et comment ces engagements ont été tenus, relayés, avec peut-être de nouveaux engagements, d'autres engagements complémentaires. Et on essaiera dans 6 mois de relancer cette notion d'engagement pour être sûr que la dynamique est entretenue. Ah, donc ça, c'est intéressant. Vous avez un volet suivi, quoi. C'est Oui. pas juste faire un rapport et puis après, ça se passe, quoi. Vous avez vraiment décidé d'enclencher un vrai suivi avec les... Là, ça, c'est intéressant, ça. Alors, le deuxième qui est central, parce que le premier, on va dire, c'est les fréquences, c'est un moyen. Le deuxième sujet qui est le cœur de la problématique, c'est quand on est industriel, en France ou ailleurs, on a une production qui tourne, on a un process qui est impeccable, et avant de mettre en place une nouvelle innovation, on veut voir des cas d'usage, c'est-à-dire l'industriel ne va pas mettre en péril sa production, rien que pour une nouvelle technologie. Donc, il faut travailler le cas d'usage, accompagner, accélérer le partage des cas d'usage de la 5G industrielle au sein de lieux fédérateurs, on va voir ce que ça veut dire, dédiés à l'industrie, et on a appelé ça les campus Fab Lab 5G industriels. Alors, c'est un peu long, on aurait pu faire un nouvel acronyme, mais comme je l'ai dit, on ne veut pas créer quelque chose de nouveau, on veut s'appuyer sur les lieux existants, c'est-à-dire sur les campus numériques existants, mais les rendre Fab Lab 5G. Peut-être sur les 5G Lab et les rendre Fab Lab et campus. C'est ça l'idée, c'est d'élargir et comme c'est indiqué dans le rapport, on a donné un exemple de structuration de campus Fab Lab 5G industriel. Il y a eu un AMI, c'est-à-dire un appel à manifestation d'intérêt qui a été publié par le gouvernement pour démarrer sur quelques lieux fédérateurs autour de quelques bassins industriels ou quelques filières industrielles. Alors, ce campus Fab Lab 5G industriel, il doit avoir comme membres des industriels, et non pas un industriel, mais des industriels, soit d'un bassin qui travaille sur un sujet ou de filières, par exemple aéronautique. Et il doit avoir comme membres fondateurs, bien sûr, les opérateurs de services et d'infrastructures, les fournisseurs de solutions matériels et logiciels, et puis les intégrateurs et experts. Et dans un même lieu, on a tout le monde qui va apporter à la fois son expertise et puis ses problématiques. Et puis, une équipe qui va travailler sur la gouvernance, l'animation, les opérations. Et comme au cœur du sujet, il y a un atelier avec des machines, des vraies lignes de production pilote, un bout de process industriel. Et ça, c'est ce qu'on a vu au Fraunhofer. C'est comme ça qu'on arrive à faire fonctionner les choses. C'est-à-dire que les industriels se mettent à parler avec les opérateurs, avec les fournisseurs, avec les intégrateurs. Donc, dans cet atelier, il doit y avoir le système d'information qui va bien, avec, on l'a déjà dit, l'IoT, l'edge computing, la plateforme 5G, mais pas que les autres outils de connectivité, peut-être aussi le jumeau numérique. Voilà, l'industrie de demain, c'est dans ce creuset qu'on doit pouvoir la tester, la sentir, faire vraiment la preuve de ce que c'est. Et sortir du showroom. Le showroom, c'est bien, mais c'est pas ce qui correspond à l'industriel. L'industriel, il veut voir des choses concrètes qui correspondent à son cas d'usage. Donc,
Pour ceux qui s'intéressent, je les incite à aller voir dans le rapport. Il y a une page qui décrit, et puis bien sûr avec bien sûr la notion de build, c'est-à-dire comment on construit ça, mais aussi de run, comment ça fonctionne avec les membres. Et on va accélérer un tout petit peu peut-être pour parler du troisième recommandation, parce que on a vu aussi le frein dans les freins, l'insuffisante disponibilité d'équipements, et donc on a voulu stimuler le développement d'offres 5G industrielles clé en main, c'est-à-dire ne pas avoir à refaire l'ensemble du moteur pour que ça tourne, et avoir des moteurs déjà tout prêts et surtout dimensionnés pour le marché français, avec des plans d'action où on a incité l'émergence d'acteurs français innovants. Ça va être ma question. Est-ce qu'il y a des acteurs français dans ce secteur-là? Alors, il n'y en a pas beaucoup, je vais le dire tout à fait honnêtement, mais je crois qu'on a des compétences, mais peut-être que la 5G n'a pas aujourd'hui suscité suffisamment d'intérêt, de curiosité, et il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la mission a obtenu du gouvernement un appel à projets pour qu'il y ait des nouveaux projets, mais aussi qu'il y ait de nouvelles sociétés qui démarrent sur des solutions innovantes de 5G industrielle. Il y a des financements qui sont disponibles à la fois à BPI ou aux banques du territoire. Enfin, il y a des choses de nouveau. L'incitation, elle est là. Il faut la prendre. Et je crois que c'est le bon moment pour la saisir. J'espère que le message sera reçu. C'est le travail que j'essaie de faire avec toi et avec d'autres en ce moment, en essayant de porter la bonne parole. Quand on a parlé de tout cela, il y a aussi, comme on l'a vu, besoin de simplifier, de rendre plus accessible la 5G industrielle, c'est-à-dire replacer la 5G industrielle dans un paysage d'industrie 4.0 en informant, faisant la promotion, accompagnant tous les acteurs de l'écosystème. Et là, par exemple, c'est là où on reboucle aussi sur le campus Fab Lab 5G industriel, c'est amener les gens, leur montrer, avoir des animations spécifiques. Ça, c'est le BPI qui s'est engagé, mais il y a un certain nombre de sociétés qui s'engagent à diffuser des ressources pédagogiques, sensibilisées. Et ça fait le lien avec la 5e recommandation, qui est, oui, mais il faut des compétences. Il faut donc développer une offre de formation et des parcours plus adaptés aux enjeux de la 5G industrielle. En démarrant la mission, on avait dans le groupe de travail l'Institut Mines Télécom, ils étaient intéressés par la 5G, mais dans leur cursus, il n'y avait pas grand-chose autre de l'information. Et donc, par exemple, dans les engagements, dans les plans d'action, ils se sont engagés, comme d'autres écoles, à mettre un bout de cursus autour de la 5G. Il y a des entreprises qui ont démarré et ils ont commencé à le faire, des parcours de formation professionnelle ou d'apprentissage dans leurs entreprises. Voilà. Il y a un certain nombre de choses parce que on est en train de parler de compétences qui sont à la fois industrielles et de télécommunications informatiques et de télécommunications. Donc, ce sont des profils un peu hybrides et il faut bien sûr travailler les compétences pour que on ait cette capacité. La sixième recommandation, elle est un peu plus générale. Elle suit également ce qu'on a vu sur la 5G en général. Il y a des interrogations sanitaires, environnementales et sociétales. C'est clair qu'il faut apporter des réponses concrètes aux acteurs de l'écosystème 5G industriel sur les impacts sanitaires, environnementaux, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des choses très intéressantes qui ont été ressorties et on l'a dans le rapport. Ericsson a créé une usine 5G pour ses produits et est capable de démontrer entre 15 et 30% d'économie dans la partie énergétique, en tout cas dans son bilan carbone. Et je crois qu'il faut resituer aussi la 5G dans ce contexte-là. Je ne dis pas que ça répond à tout, je dis simplement c'est un des éléments qu'il faut avoir en ligne de compte. Et puis on va terminer sur la dernière recommandation, le 7e frein, qui est encore plus général, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, la 5G, ça tire le fil de beaucoup de choses. Et on voit un manque de visibilité, de maturité de l'écosystème 5G industriel français et européen, y compris pour des technologies 5G, cloud, cybersécurité, intelligence artificielle, edge computing. Voilà. Et donc, il faut apporter de la visibilité et accompagner la maturation des acteurs français et européens innovants dans la chaîne de valeur de la 5G industrielle. Et là, il y a par exemple un appel d'offres à projet franco-allemand pour des nouvelles solutions de réseau privé 5G industriel. On a aussi favorisé des offres françaises et européennes pour sécuriser les données industrielles. Ouais, il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes, même si elles ne sont pas uniquement liées à la 5G, mais qui découlent. C'est-à-dire, on voit bien que
quand on tire ce fil du système nerveux, il y a beaucoup de choses qui en ressortent et qui sont d'une certaine façon en dépendance si on se projette à moyen et long terme. Où est-ce qu'on peut télécharger ce fameux rapport ? Alors, on peut le télécharger à la fois sur le site de la Direction générale des entreprises, sur le Conseil national de l'industrie, je crois que sur la Fédération française des télécoms, ou également l'Alliance Industrie du Futur. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où il suffit de taper. Je ne l'ai pas fait récemment, mais je l'avais fait au moment de la publication. Rapport mission 5G industrielle. On mettra le lien de téléchargement dans la publication LinkedIn et Twitter qu'on fera. Je pense que ça sera encore mieux. Ça vous intéresse. Oui. C'est un très bon rapport. Moi, je l'ai lu personnellement et c'est vrai que c'est très bien fait. C'est pas un rapport de 150 pages. C'est très straight to the point et c'est vraiment... ça se lit très bien et c'est très clair, je trouve. Merci. C'était l'objectif. Et cet objectif, c'était aussi de ne pas être... comme d'habitude, un rapport d'une centaine de pages qui voit tous les éléments, tous les intervenants, toutes les dynamiques, mais qui débouche sur quelques incantations. Là, on a essayé d'être beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique, et j'espère que ça se sent bien dans le rapport, sa dualité, c'est-à-dire état des lieux, constat et plan d'action. Oui. Non, mais je trouvais très clair et très bien fait. Philippe, on arrive au terme de l'entretien. Avant de nous quitter, la dernière question que je pose traditionnellement à mes invités. Vu ton parcours, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui souhaiterait entreprendre pour le coup dans le secteur industriel, quel serait ce conseil ou un piège qu'il faudrait éviter absolument ? Premièrement, il y a un slogan général qu'il faut qu'il fasse le sien, c'est oser. Oser. À partir du moment où il y a une bonne idée qui est confrontée à la réalité et qui semble intéresser des gens, il faut oser, il faut y aller. Ça, c'est vraiment le conseil principal. Oser en étant bien sûr réaliste, en étant à l'écoute de ce qui se dit, mais il faut pas penser que c'est pas pour lui, il faut pas penser que parce que c'est industriel, ça marchera pas ou je reste dans mon coin. Il faut au contraire oser et aller sur s'exposer, expliquer, convaincre. Mais je pense que c'est aujourd'hui la clé de comment développer ces startups, ces PME industrielles. Et quand on parle de réindustrialisation, c'est pas la réindustrialisation d'hier, c'est pas non plus uniquement une relocalisation, c'est parler du futur de l'industrie et l'industrie du futur. Sur ces mots, je retiens le mot oser. Et je trouve que c'est un très bon mot, en plein optimisme. Donc merci beaucoup Philippe pour ce moment. Mais avec plaisir et tous ceux qui sont intéressés de continuer la discussion peuvent le faire sur LinkedIn après avoir lu le rapport, je l'espère. Voilà, merci beaucoup Philippe. À bientôt. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!